Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1114 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 décembre 2025. Cette émission vous est présentée par MPB, la plateforme de référence pour trouver du matériel photo et vidéo d'occasion vérifié et garanti. Acheter mieux, c'est aussi créer en confiance. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Atef Talbi pour cette émission consacrée à la réalisation d'un livre en auto-édition. En guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage d'un éditeur et imprimeur, Alain Escourbiac. Il nous parle de la différence d'approche qu'il y a dans la réalisation d'un livre photo en auto-édition ou bien via une maison d'édition conventionnelle. Faire un livre, c'est un passage indispensable par rapport à faire évoluer une carrière et par rapport aussi à acquérir une certaine légitimité, dans un métier de photographe, quand on est photographe professionnel ou dans un parcours de photographe quand on est photographe amateur et qu'on recherche aussi de la reconnaissance des autres photographes ou d'un public. Voilà, donc après, la toute première question à se poser quand on veut faire un livre, c'est pourquoi on veut le faire. C'est la réponse à cette question-là qui va conditionner tous les choix que l'on fera par la suite, à savoir le fait de choisir de l'auto-édition ou de choisir de passer par un éditeur. Tout en sachant que l'auto-édition, on a l'habitude de dire nous que ce n'est pas un second choix, c'est une alternative, et souvent c'est un choix qui est assumé, qui est voulu par l'auteur. On a fait des livres édités nous avec une photographe assez connue qui s'appelle Sabine Weiss, et Sabine Weiss à un moment donné a eu besoin de faire un livre auto-édité à 90 ans, alors qu'il n'y avait aucun livre sur elle en librairie. Mais ça correspondait à un besoin et ça lui a permis un an ou 2 ans après, d'avoir 3, 4 livres après qui étaient chez des éditeurs et des livres traditionnels. Donc en fait, voilà, c'est un choix de auto-édition ou édition, et après on se donne les moyens d'aller de monter ce projet, et tout en sachant que auto-éditer son livre, ça veut dire aussi remplacer beaucoup de métiers qui sont ceux d'une maison d'édition. Et ça commence par l'editing, le choix des photos. Ça continue par la direction artistique, la mise en valeur de ces images, l'aspect narratif du livre, hein. Un livre photo, ça doit raconter une histoire. Il y a un début, il y a une fin. Pourquoi est-ce que je vais mettre une photo au début, une autre à la fin, et puis celles qui sont entre la première et la dernière? Voilà, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une cohérence. Et il faut que ça corresponde à l'histoire qu'on a envie de raconter. Et après, il y a aussi la mise en page, la mise en valeur. Une direction artistique, c'est extrêmement important aussi par rapport à la valorisation des images en tant que telles, et par rapport à la considération que les gens auront du livre photo, hein. Et en même temps, chez nous, ce qu'on a l'habitude de dire chez Escourbiac, c'est qu'on ne fait pas un livre de plus. On fait le livre du photographe qui vient nous voir. Et donc ça passe par souvent de très longs entretiens. Dans notre showroom à Paris, où on a plus de 40 000 échantillons de papier, on a plus de 2000 livres sortis de nos presses, et ces entretiens-là nous permettent de définir avec le photographe les contours de l'objet que l'on va faire en fonction, toujours pareil, de la réponse à la question initiale, c'est pourquoi je fais un livre. Voilà, donc par rapport à la réponse à cette question, on a entendu depuis 20 ou 30 ans qu'on fait des livres, hein, avec des auto-éditeurs, des réponses parfois très surprenantes et très différentes d'un photographe à l'autre. Après, la façon de l'anticiper de façon à ce que ça reste une belle aventure, et c'est toujours notre argument aussi, éditer un livre, ça doit rester une belle aventure. Et d'ailleurs, on pose systématiquement la question au photographe, une fois qu'on a fait le livre, de savoir si c'était à refaire, est-ce qu'il le referait? Et on ne nous a jamais répondu non. Hmm. Atef, on va commencer par la première question, Qui tue. la question qui tue. Euh, Si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Oh oui, non, non, je referai. Euh, il y a quelques jours, j'en parlais avec un ami et qui me posait la question. Il me disait, mais pourquoi tu as fait un livre? Parce que j'aurais pu juste m'arrêter à mes tirages photos, à les montrer comme ça, accrochés au mur. Et j'ai répondu, je le pense pas vraiment, mais
mais c'était un peu la blague en lui disant que j'ai fait un livre photo parce que je ne savais pas à quel point ça allait être galère. Mais, mais je pense que c'était un passage obligé. C'était un passage obligé parce que c'est mon premier livre photo, donc je n'y connaissais absolument rien, même si j'ai toujours été un grand fan et collectionneur de livres photos. Mais faire un livre, c'est un autre métier en fait. On découvre un autre métier. Et si c'était à refaire, oui, je le referais avec plaisir. Le deuxième sera plus facile certainement, mais, mais oui, si c'était à refaire, je le ferais. Alain Escourbiat qui parle de légitimité au début, c'est un des points, toi, qui t'a stimulé ou c'était quoi finalement la volonté première de faire ce livre pour toi? La volonté première, c'était surtout de raconter en fait, parce que je trouvais que là, j'avais vraiment quelque chose à dire avec ce projet. Euh, donc je voulais vraiment, et je trouve que le livre a le livre photo en particulier, parce qu'on y trouve du texte et de l'image. Donc je trouve il a vraiment cette capacité à faire du storytelling et à dire plus de choses que simplement en montrant des images, je pense. Là, pour le coup, ce projet était très intime pour moi, donc au début, j'avais beaucoup de mal à en parler, parce que ça voulait dire de parler de soi. Donc j'avais beaucoup de mal à en parler, et puis je trouvais que le livre pouvait être un très très bon moyen très très bon moyen de le partager, de partager ce projet, de le montrer différemment. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête entre le matin où tu te réveilles avec cette première idée, cette première envie et le moment où tu te lances directement? Parce que bon, c'est pas un truc qu'on décide comme ça en 2 minutes. Quel a été le parcours dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le jour où je suis parti prendre ces images, j'avais déjà l'idée du livre en tête. Euh, mais je me suis dit peut-être, on verra ce qui va ressortir de ces vieux appareils, parce que je savais même plus s'ils étaient encore étanches ou non, est-ce qu'il y avait des fuites de lumière, est-ce que les photos allaient être bien. C'était vraiment beaucoup de doutes, donc je me suis dit on verra au retour, quand on commencera à travailler sur les tirages, pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin vers le livre. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec un très grand tireur qui est Diamantino Quintas. Pendant plusieurs mois, en fait, j'ai tous mes vendredis qui étaient réservés donc, à ce projet. Donc j'allais dans sa chambre noire, dans son labo à Bagnolet. Et puis on passait tous les vendredis à faire 5, 6, 7 tirages sur sur la centaine de photos qu'il y avait dans ce projet. Et puis petit à petit, en découvrant les images petit bout par petit bout, ça m'a vraiment beaucoup encouragé à aller plus loin. Et je me suis dit, c'est dommage de s'arrêter là. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à creuser la piste du livre et par où on commence, parce que quand on n'a jamais fait de livre et qu'on n'a personne autour pour nous guider là-dessus, c'est pas un monde où on rentre facilement, je trouve. Même, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière, que ce soit sur Internet ou dans les livres, qui justement peuvent guider un photographe ou un artiste tout simplement à faire son premier livre. Mais justement, l'auto-édition, ça paraît pas être la voie la plus simple. Tu as envisagé l'édition, on va dire, classique au départ? Raconte-nous un petit peu comment tu as cheminé. Alors, justement, donc, manquant justement d'informations sur ce milieu, hein, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Agathe Kalfas, qui est une consultante qui accompagne des photographes sur leurs projets de livres ou d'exposition ou autres. Et on a fait quelques sessions d'échange. On s'est rencontrés d'abord à Paris, et puis on a même été chez Diamantino au labo ensemble. Et puis j'ai échangé avec elle parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'idées en tête, et puis j'avais un peu de mal à structurer tout ça. Donc on a fait pas mal de sessions avec Agathe Kalfas qui m'a beaucoup aidé à structurer les idées et qui m'a justement parlé des différentes options qu'il y avait. Donc on avait au début envisagé 3 options. Donc c'est soit on passe par une maison d'édition, soit on fait un livre en auto-édition comme je l'ai fait,
Et la troisième, c'était de faire un livre en auto-édition, mais en postulant pour des bourses. Parce qu'il y a pas mal d'organismes qui aident aussi les photographes à aller jusqu'au bout de leur projet de livre. Euh, et chacune de ces trois options avait ses avantages et ses inconvénients en termes de liberté, par exemple par rapport à la forme que va prendre le livre. Et euh, quand on va vers une maison d'édition, je pense qu'on est un petit peu plus restreint à ce niveau-là. Et on va par exemple, on va pas trop avancer sur l'editing du livre et son design, mais on va plus se concentrer sur son contenu pour le présenter dans un premier temps avec une note d'intention. Alors que si on fait un livre en auto-édition, là on a plus de liberté, par exemple, sur cette partie-là, et, euh, et on peut y aller directement, quoi. Alors, tu as choisi la voie de l'auto-édition, donc déjà level 2 dans le bazar. Et puis, tu as choisi le parcours hardcore, où finalement, tu t'occupes absolument de tout. Il existe pourtant des sociétés, et la maison d'Alain Escourbiac en fait partie, qui proposent des espèces de services d'accompagnement un peu clé en main pour de l'auto-édition. Est-ce que tu as sondé un peu ces solutions-là et pourquoi tu ne les as pas retenues? Alors, en fait, juste pour répondre à la question précédente de Benjamin, oui, j'ai envisagé de passer par des maisons d'édition. Euh, donc, j'en ai contacté quelques-unes qui avaient une ligne éditoriale plutôt assez proche de ce que je voulais. Euh, je pense, quand on est un photographe pas très connu, on a un peu de mal à attirer l'attention comme ça. Et puis, en fait, après, je pense que c'était surtout au bout d'un moment, j'ai rencontré aussi Escourbiac, hein, j'ai été dans leur bureau, l'accueil a été merveilleux. C'était génial parce qu'en plus, ils ont une telle expérience du livre photo que quand on a des idées ou quand on veut voir des exemples, ils ont quasiment tout fait en termes de création. Ils ont un nombre incalculable d'échantillons de papier pour le choix de papier. Donc je les ai rencontrés aussi. Et puis au final, ce qui a compliqué un peu la tâche en tout cas dans mon cas, c'était d'abord cette expatriation au Brésil. Donc j'étais un peu loin. Et puis après, c'était pour des questions de budget que j'ai pas pu faire ça, par exemple avec Escambiac ou d'autres structures d'accompagnement. Euh, donc j'ai fait plusieurs devis un peu ailleurs. Et puis j'ai un peu découpé les tâches parce que j'ai pas fait la photogravure, j'ai pas fait le, le design et l'impression avec le même prestataire, on va dire. Donc j'ai un peu découpé ces tâches et puis ça a été un peu une autre aventure donc qui m'a appris aussi à lâcher prise parce que j'avais un peu tendance à vouloir tout faire, à faire mes tirages tout seul. Finalement, j'ai appris à travailler avec Diamantino et j'en suis très très content. Sur le design du livre, je pensais le faire tout seul aussi. Et puis j'ai fait la rencontre de Théo Miller qui a été vraiment une très très belle rencontre et puis qui m'a permis d'avoir un regard différent et puis d'avoir ses propositions et son expérience dans le design de livres photos. Et voilà, donc j'ai un peu découpé, donc j'ai pas fait ça avec un seul prestataire, mais avec des prestataires différents et chacun a apporté sa petite brique à ce projet, quoi. Donc, Atef, comment tu l'as calibré ce projet et combien de temps ça t'a pris? Donc oui, donc à partir du moment où j'ai commencé à penser à ce projet et le moment où le livre est sorti, j'ai mis en tout 3 ans. Donc, au début, au bout de la première année, je commençais un petit peu à stresser. La motivation était toujours là, hein, mais c'est juste que je me disais, ah, mais ça fait déjà un an, il va jamais voir le jour ce livre, par où je vais commencer. Et puis j'en ai parlé avec Agathe qui m'a dit non mais t'inquiète pas, un livre photo en général, un projet de livre c'est entre 1 an et demi et 3 ans. Donc prends ton temps, fais les choses bien et stresse pas par rapport au temps.
Et comment tu l'as calibré dans son envergure finalement? Définir le budget, choisir le nombre d'exemplaires, mettre un prix aussi sur ce bouquin. C'est des trucs qui se pensent en amont, tout ça. Ah, pour le budget, au début, je pense que quand on fait un premier livre, on ne peut que être un peu étonné par les, par les prix, parce que un livre photo, ça coûte très cher. Euh, et je comprends pourquoi hein, ça coûte cher aujourd'hui. Le papier, un papier de qualité, ça coûte cher. Un bon travail d'impression, ça coûte cher. Euh, ne serait-ce que le design, tout a un prix. Et c'est normal. C'est pour ça qu'aussi, quand on va en librairie et qu'on achète un livre d'artiste, euh, les prix sont un petit peu plus élevés qu'un livre de littérature, par exemple. Euh, euh, donc, pour justement avoir une idée de ces prix, donc j'ai fait des devis. J'ai appelé, je me suis un petit peu renseigné, j'ai appelé un ami qui avait fait un livre juste avant, donc on a un petit peu discuté, on a comparé des devis qu'on a fait à peu près sur le même volume de livre, avec à peu près le même nombre de pages, le même papier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une idée sur les tarifs. Et après, petit à petit, ben, on commence un peu à faire des calculs pour savoir combien ça va coûter tout ça, parce que il y a beaucoup de choses. Tu t'étais donné un budget, toi, de base? À la base, je m'étais donné un budget entre 5 et 6 000 euros. Et au final, j'étais Il n'y a pas très du très... tout. Non. Mais- C'est un peu comme un mariage, quoi. Tu pars d'un truc et puis tu doubles ou tu triples, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Tu triples facilement, je pense. Et en tout cas, il y a toujours moyen de réduire hein, ces budgets en réduisant la taille du livre, le nombre d'exemplaires, même si à un certain niveau, même en réduisant le nombre d'exemplaires, on n'arrive pas vraiment à baisser le coût parce que, Au contraire même, ouais. ouais, parce que je pense que plus on augmente le nombre d'exemplaires, plus le coût unitaire du livre devient bas. Mais après, il faut les vendre aussi. Hein. Si on fait, je sais pas, moi j'ai fait 500 exemplaires pour mon livre, mais 500 ou 1000 exemplaires, après il faut les vendre, surtout quand on passe pas par une maison d'édition et qu'on n'a pas la machine de distribution que peut avoir une maison d'édition après. C'est le challenge de la suite. C'est quoi les principaux postes de dépenses dans un projet comme ça? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il faut avoir en tête qui paraissent pas évidents et qu'on découvre un peu par surprise? Euh, je dirais le principal poste de dépense, c'est bien sûr l'impression. C'est c'est le coût du papier, de l'impression sur presse, de la reliure, de la confection du livre. Ça dépend bien sûr de la couverture qu'on va choisir, couverture rigide, souple, toilée ou pas toilée ou imprimée. Il y a tout ça qui se rajoute, mais il y a aussi tout ce qui vient en amont, qu'on a tendance à un peu négliger, mais le design, la photogravure, donc la préparation des fichiers pour l'impression, c'est très très important pour essayer de reproduire au maximum la qualité des tirages argentiques qu'on a, même si on l'atteindra jamais mais, sur presse, mais on peut facilement s'en rapprocher si on prépare bien ces fichiers à l'impression, si on calibre bien les machines le jour de l'impression. Euh, donc il y a tous ces coûts-là qui se rajoutent. Et puis il y a des coûts qui ne sont pas forcément visibles au début, mais c'est les coûts aussi des déplacements, des rendez-vous, dans mon cas, bah, c'est les coûts de consultation de certains experts. Euh, voilà, donc il y a tous ces petits coûts qui se rajoutent petit à petit, quoi. Donc au final, ton projet, le budget, il s'élève environ à 15 000 euros, c'est à peu près ça? Ouais, c'est un peu moins, 14 000, Un peu ouais, moins. autour de 15 000 euros en tout. Et tu arrives à un prix facial de l'ouvrage de 59 euros. À quel moment elle se goupille, cette équation-là? À quel moment tu finalises le tarif du livre? Alors, en fait, ouais, le tarif, le tarif de vente au public, c'est vraiment une équation un peu
un peu difficile à résoudre parce qu'on on n'a pas envie, moi-même étant passionné de livres photo, j'ai envie qu'il y ait le plus de personnes qui puissent acheter le livre, qui puissent en profiter. Donc on n'a pas envie de mettre un prix très élevé, mais en même temps, on arrive à un moment où il faut faire des choix parce que il faut que le livre faut qu'on arrive au moins à l'équilibre en vendant un certain nombre de livres, parce que le livre n'est pas forcément fait que pour faire du gain, hein. C'est aussi un objet, c'est aussi un super beau portfolio, hein, pour un photographe. Euh, Après, il y a un certain nombre de livres qui vont être envoyés pour la com. Donc, il y a beaucoup de livres qui ne vont pas être vendus, forcément. Et donc, on arrive à un certain nombre, on se fixe un certain nombre de livres qu'on pense pouvoir vendre directement ou indirectement, en comptant aussi la marge des libraires, par exemple, qui peut être assez élevée, hein, qui monte jusqu'à 30, voire un peu plus parfois. Donc, on se fixe un certain nombre de livres qu'on peut vendre directement ou indirectement, et à partir de là, on fait un prix, on dit, OK, si on vend, il faut vendre à quel prix pour rentabiliser au moins ces 15 000 euros, quoi. Oui, puis parce que tu n'as pas voulu rogner sur la qualité, comme tu le dis, ça fait un très bel objet, ça fait une belle vitrine pour ton travail, la couverture est toilée, superbe, donc on comprend que le coût soit un peu plus élevé. Est-ce que par exemple l'exposition, qui est en ce moment, Arthur en parlait au début de l'émission, qu'on peut voir dans Paris, participe à ce levier de vente du livre? Non, non, pas vraiment, parce que je pense que l'exposition, c'est aussi un autre budget. Parce que Eh oui, eh. surtout quand on fait des tirages argentiques, il y a pas mal de tirages en grand format, en 120 par 80 par exemple, qui sont très bien encadrés par un atelier qui est spécialisé, qui est l'atelier image collée. Euh, donc on part vraiment sur un autre budget, donc l'exposition ne peut pas vraiment rembourser le coût de fabrication du livre, quoi. Alors, tu as pris la casquette de chef de projet, évidemment, là-dessus, comme un véritable éditeur. Et puis, tu t'es lancé un peu dans une production internationale, finalement, puisque toi, tu es basé au Brésil, tu as choisi un maquettiste basé à Paris, un atelier de photogravure à Paris également, un imprimeur en Espagne. Comment tu as réussi à synchroniser, finalement, tout ce beau monde à distance? Alors, ça a été la partie, je pense, la plus difficile dans ce projet, justement d'essayer de tout faire à distance, même s'il y a des choses pour lesquelles on est obligé d'être là. Donc, le jour de l'impression, je pense il faut être là. Certains photographes vont même jusqu'à être là le jour même le jour de la reliure, quoi. Donc, Hmm. mais toute la phase en amont ça a été faite un peu ouais, à distance. Déjà rencontrer, trouver, par exemple, Theo Miller, le designer du livre, on s'est rencontrés, on s'est connus, je l'ai connu sur Instagram. Ok. Je cherchais un designer, j'ai fait des entretiens avec deux, trois designers. Une avait qui était en France, une avait qui était en Lituanie, en Ukraine et en Italie. Et puis avec Théo, ça avait vraiment matché. Je trouvais que il avait vraiment compris ce que je voulais faire. Et puis son travail me touchait beaucoup. Donc j'ai vu un peu ce qu'il avait fait avant. Et je pensais qu'on pouvait faire quelque chose de bien ensemble. Donc c'est comme ça que ça a été fait. Mais ouais, ça a été un peu la partie la plus difficile, d'essayer de faire synchroniser tous les agendas aussi pour que je puisse être là à certaines étapes de création, de préparation. Par exemple, pour la photogravure, j'ai dû être là à Paris pendant 2 jours où j'ai été à l'atelier des artisans du regard pour qu'on revoie les images une à une, apporter des modifications quand il fallait en apporter, et pour arriver au final à un travail un peu plus harmonieux et un peu plus cohérent pour qu'on puisse l'envoyer en presse. Faire communiquer aussi les artisans du regard qui ont fait la photogravure avec l'imprimeur euh, pour qu'ils puissent communiquer, pour être sûr d'avoir les bons calibrages des machines le jour de l'impression. Là, tu parles du maquettiste, donc Theo Miller. Il s'agit d'une œuvre très intime.
de par le travail photographique que tu proposes, mais aussi les textes, parce qu'il y a beaucoup de textes dans l'ouvrage, à la fois d'ailleurs en français et en anglais. À quel moment tu as tranché tous ces aspects-là et quel rôle il a joué, lui, dans ses décisions? Est-ce que dès le début, toi, tu avais cette volonté de proposer des textes en français, en anglais, pour du coup peut-être ouvrir au marché un peu international? Explique-nous comment tu as procédé. Alors, pour être honnête, avec Théo, en fait, comme j'avais beaucoup prémâché le travail avant, au début, comme je disais tout à l'heure, je voulais tout Donc tu faire tout voulais tout seul. faire, toi. Oui. Voilà, je voulais tout faire tout seul, donc j'avais bien avancé sur le séquencement des images, sur le texte. Le texte, je l'ai écrit, je sais même pas combien de fois, parce que justement, il y a cette portée très intime dans le texte où je parle de moi-même, chose que j'avais jamais fait avant quand j'écrivais des récits de voyage, quand je voyageais, mais j'aimais pas trop parler de choses aussi intimes. Et puis au final, j'ai eu cette idée d'avoir une approche plus narrative, euh, où c'est ce que j'écrivais un petit peu quand j'étais dans l'avion, hein, en allant en Islande pour prendre ces images. En fait, je me suis remis un peu dans cet état d'esprit et de se dire, ok, j'ai pas besoin d'expliquer, je vais juste raconter. Raconter dans quel état d'esprit je suis, pourquoi j'y vais, et puis comment je visualise les images euh, que j'aimerais produire. Et au final, ça a été ça. Après, l'anglais, pourquoi? Parce que je, en fait, je suis beaucoup de photographes d'un peu partout dans le monde. Et j'aime bien cette idée un peu universelle que peut avoir la photo. Et donc, je voulais aussi, tant qu'à mettre du texte, je voulais faire en sorte qu'il soit lisible par le plus de personnes possible, quoi. Donc, voilà. Et donc après, moi j'avais prémâché tout ce travail, le texte était déjà prêt, le séquencement des images à 80% près, même si Théo a vu des choses que moi j'ai pas vues, et puis au final ça se goupillait très très bien. Donc je lui ai proposé une maquette au début, et à partir de cette maquette, Théo a apporté d'autres choses. Notamment parce que je voulais, par exemple, moi je voulais que la couverture soit vraiment dans la tradition la plus classique du livre photo, avec une couverture rigide, toilée, avec une photo embossée sur la couverture et juste le titre et mon nom en première de couverture. Mais je voulais apporter aussi plus d'agitation à l'intérieur. Euh, Comme le sujet, c'était vraiment ça, donc je voulais apporter cette agitation plus dans le contenu que dans la forme et la couverture du livre. Et Théo a très bien capté ça. Il a apporté de différentes manières, notamment de ne pas mettre le texte au début. On commence le livre avec des grandes doubles pages bien fortes, bien contrastées, ouais, sur une bonne partie de. Donc le titre n'arrive quasiment qu'au premier tiers du livre. Donc on voulait que le lecteur il puisse ouvrir le livre, il soit un peu voilà, impressionné par ces premières images un peu saisissantes, et puis de ne pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Et puis au fur et à mesure qu'il avance, il y a un peu plus de douceur qui arrive par la suite. Et puis il découvre le texte aux deux tiers du livre. Donc il y a eu ça, il y a eu l'utilisation de deux typos différentes, une pour l'anglais, une pour le français. Même si elles sont assez similaires, mais ça se voit qu'elles sont différentes. Des structures de pages différentes. Pour l'anglais, ça a été une structure un peu en magazine, et pour le français, c'est une structure très classique, roman, avec des numéros de pages. D'ailleurs, c'est les seules pages où il y a des numéros, c'est celles où il y a du texte. Euh, et donc voilà, donc on a apporté un peu cette agitation avec de la mise en page, de la variation comment dire, de rythme ouais, pour apporter un peu plus de dynamisme dans la lecture du livre, quoi. Mhm. Mais du coup, avant de faire ce travail-là de maquette et de design, il faut en quelque sorte avoir déjà commencé à résoudre une partie de l'équation globale du projet. Il faut savoir quel format, il faut savoir le nombre de pages. Est-ce que du coup, tu conseilles plutôt d'abord trouver un éditeur et d'arrêter ces choix-là,
ou de commencer ce travail de maquette et de design? On verra après pour l'imprimeur. Je pense que c'est un peu dommage de ne pas avancer sur ces parties-là, même si quand on commence, je pense que c'est un peu difficile, mais je pense que c'est important de les avoir parce qu'on s'enlève quand même une bonne partie de la création. Ces phases-là sont très très importantes dans la création d'un livre. Même si on passe par un éditeur, je pense que c'est important d'avoir son idée, de montrer ce qu'on veut et se permettre après de changer d'avis en cours de route. Donc je pense qu'il faut quand même avancer un tout petit peu de son côté pour avoir une idée de ce qu'on veut, sur la taille du livre, le type de papier qu'on veut avoir. Moi, dans mon cas, par exemple, le type de papier, ça a été un choix assez facile finalement parce que j'aimais beaucoup le papier photo qu'on a utilisé pour les tirages argentiques et je voulais quelque chose qui s'en rapproche le plus parce que l'on a utilisé un papier Foma qui est assez chaud, il n'est pas vraiment blanc et un papier barité et donc pour essayer de retrouver quelque chose qui se rapproche le plus de ça, ben on a opté pour un papier, c'est Guardapat 13 Classica qui est un peu plus chaud, un peu plus jaune que blanc. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avancer sur ces phases-là et de juste proposer, d'aller voir un éditeur qui va faire tous ces choix-là ou qui va juste nous accompagner pour faire ces choix. Et en parallèle de ce livre, il y a un coffret en édition limitée, un coffret qui est édité à 20 exemplaires. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est un sujet, depuis le départ, tu étais convaincu, c'est toi qui as pris cette décision ou tu t'es fait conseiller et ça aboutit à cette décision-là? Oui, en fait, je pense que c'est sur l'édition limitée. J'ai fait donc cette édition limitée de 20 livres. Je pense que c'est sur ces 20 livres, on peut se lâcher, quoi. On peut s'éclater un peu plus parce que je voulais un coffret, je voulais mettre un tirage argentique dans ce coffret. Je voulais que ce soit un bel objet, quoi. Je voulais que ce soit un objet qu'on peut poser sur une table dans son salon et qui soit donc le contenu du livre elle-même. Mais on a opté pour une couverture d'une couleur différente, une couleur de texte dorée embossée aussi, qui était différente. La couverture du coffret est beaucoup plus minimaliste. Il y a juste le titre du livre et mon nom dessus. Et ça a bien sûr un coût, mais en fait l'avantage d'avoir une édition limitée, numérotée, signée avec un tirage aussi, c'est que ça peut être rentable aussi. D'un point de vue financier, ça peut servir le livre qui est imprimé en 500 exemplaires. Parce que c'est forcément vendu plus cher. Oui, Parce qu'il y a 340 euros en l'occurrence, c'est ça? 340 euros contre 59 euros pour la version normale. Donc je pense que d'un point de vue purement budgétaire, ça peut servir le projet d'impression à plus large échelle à 500 exemplaires. Donc sur un budget de 15 000 euros en tout, hein, y compris la version, l'édition limitée, si on arrive à en vendre un peu plus de 10, ça fait déjà une bonne partie du budget global, quoi. Alors, dans le processus d'auto-édition, il y a naturellement la partie fabrication du livre qui se passe chez l'imprimeur. C'est le volet le plus coûteux, on l'a déjà évoqué, et c'est souvent le volet sur lequel on est parfois obligé de faire des choix et surtout des compromis. Toi, tu as fait le choix de passer les frontières et d'aller en Espagne pour l'impression. C'était une question de coût, c'était une question de savoir-faire ou c'était une question de disponibilité de cet imprimeur SYL? C'était purement budgétaire. C'était purement une solution ouais, c'était une réponse à une contrainte budgétaire. Alors que, pardon de t'interrompre, hein, rappelons aux auditeurs que ce budget-là va représenter plus de 50% de ton enveloppe globale, hein. On était sur Oui, environ 15 000 et ce poste-là représente quand même, malgré l'impression en Espagne, plus de 50%. Donc ça permet d'évaluer un petit peu ce que ça aurait donné peut-être dans une autre enseigne plus proche de chez nous. oui. Non, non, c'était purement
c'était vraiment parce que j'avais envie de réduire les coûts pour pouvoir le faire, sinon j'aurais pas pu le faire, c'est sûr. J'aurais bien aimé le faire en France à côté, en ayant tout le monde au même endroit, et puis être plus présent lors de l'impression. Mais à un moment, il fallait faire des choix, et je pense que ce choix-là s'est fait assez facilement parce que il y avait quand même des différences de prix qui étaient assez conséquentes. Donc j'ai fait des devis en Turquie, j'ai fait des devis en Espagne et en France. Et au final, les moins chers, c'était en Turquie, mais c'était un peu plus compliqué, justement, pour synchroniser tout le monde et puis surtout pour être plus présent. Donc j'avais finalement choisi de le faire chez SIL en Espagne, et je ne regrette pas du tout, hein, parce que là, ils ont aussi un savoir-faire euh, qui est assez reconnu, et puis j'ai des amis qui ont fait chez eux et qui étaient très satisfaits. Et Théo avait déjà travaillé avec eux sur d'autres projets, donc ça m'a vraiment rassuré de le faire comme ça. Et comment ça se passe du coup, le travail avec l'imprimeur? Donc tu as évoqué le choix du papier qui devait s'approcher en termes de rendu, de perception visuelle et puis peut-être même un peu de toucher de l'expérience que tu avais sur tes tirages argentiques, le choix du procédé. Comment s'est passé cet accompagnement pour préparer cette fameuse phase de production? Alors, pour le papier, pour ma part, moi je connaissais, en fait, j'avais déjà proposé un papier à l'imprimeur que je connaissais déjà, mais ce papier n'existait plus. Donc, de là, on est parti vers une autre question, c'est est-ce qu'il y a un autre papier sur le marché qui se rapproche de ce papier-là? Euh, et puis, donc, à partir de là, l'imprimeur m'a envoyé des échantillons. Et donc j'ai pu toucher le papier, voir la couleur, et comme ça ça aurait été plus facile d'aller directement chez l'imprimeur s'il était à côté, justement, pour pouvoir avoir plus de choix. Et puis euh, comme l'évoquait Escourbiac tout à l'heure, ils ont je sais pas combien de milliers d'échantillons de papier, mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà une idée de ce que je voulais. Donc ça a réduit beaucoup le, le champ des possibles, quoi. Et par contre, pour la photogravure, tu t'es adressé à quelqu'un d'autre, t'es pas passé par l'imprimeur. Pourquoi ce choix? Donc tu as Alors, fait appel au service des artisans du regard, à Paris en l'occurrence. la photogravure, en fait, c'était une proposition de Théo Miller, euh, de faire un devis quand même avec les artisans du regard, même si l'imprimeur proposait déjà ce service de photogravure. Alors, peut-être juste avant que tu rentres dans le détail, est-ce qu'on pourrait réexpliquer à nos auditeurs, c'est quoi finalement cette étape de photogravure? Parce que je suis pas sûr que tout le monde soit très au fait de cette étape-là Mm. qui est indispensable quand on imprime un livre. Donc, la photogravure, déjà, pour expliquer ce que c'est cette phase de préparation des fichiers. Déjà de les passer en duotone parce que sur une presse d'impression, en fait, on a deux encres. Contrairement à une impression au jet d'encre, on va avoir plusieurs encres, on peut avoir quasiment toutes les nuances qu'on veut, mais là, sur une presse, on a une image qui est constituée de deux encres, quand on fait de la bichromie en tout cas. On peut le faire en trichromie ou en quadrichromie, mais le moins cher et qui donne vraiment des résultats qui sont pas mal du tout, c'est de la bichromie. Et donc le travail des artisans du regard qui ont fait la photogravure, c'était justement de préparer les fichiers, donc de les faire passer donc je ne sais pas si ça se dit en français, en bichromie ou en duotone, et puis de choisir justement, on va partir sur un noir, sur des nuances de noir, et puis à côté on va choisir un gris qui peut être légèrement coloré, donc on va choisir un Pantone sur un échéancier euh, comment on appelle ça déjà, sur un catalogue des différentes couleurs Pantone, parce qu'on peut être sûr quand on choisit une couleur, l'imprimeur va avoir exactement la même avec son code. Et donc nous dans notre cas, pour retrouver donc cet effet du papier chaud argentique, ben, on a choisi un Pantone un peu plus jaune, un peu plus orange, qu'on a rajouté au noir.
Et donc le travail de l'entreprise donc, qui fait la photogravure, c'est justement de préparer ça, de préparer les fichiers pour qu'ils puissent être imprimés sur les presses, et puis d'apporter justement cette phase Là, pour ma part, c'était des scans de tirage argentique, donc c'était surtout de s'assurer que les scans sont harmonieux, euh, qu'on a la même densité à peu près sur toutes les images du livre. Et donc, pour faire ça, on est obligé de passer sur toutes les images du projet. Et donc, je l'ai fait finalement avec les Artisans du Regard. Donc, c'était une proposition de Théo Miller qui les connaissait. Bizarrement, ils étaient moins chers que l'imprimeur. Et puis, c'était rassurant pour moi d'avoir quelqu'un à Paris, des gens dont c'est le métier, qui font que ça quasiment. Ils font du scan. Ils ont un savoir-faire qui est vraiment exceptionnel. Donc, ils ont cette expérience et qui sont à côté, qui parlent français. Donc, je regrette pas du tout de l'avoir fait avec eux, en tout cas. Alors, une fois que tous les paramètres sont bien alignés, arrive le moment de l'impression en elle-même. C'est un moment où souvent l'auteur, le photographe est présent dans l'imprimerie pour signer les fameux BAT. Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance qu'il y a sur cette journée? Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes en fait. Alors, c'est le jour le plus stressant des 3 dernières années, des 3 années de préparation du projet. En fait, il se trouve que ouais, je suis parti de Rio à Barcelone. Je suis arrivé le dimanche soir. Le lundi matin, on a commencé tôt, donc j'étais chez l'imprimeur. Et j'avais mon vol le lundi soir pour rentrer, donc donc il fallait absolument que tout soit fait là parce que je pouvais pas me permettre de rester plus longtemps. Et donc bah, c'est la phase la plus stressante parce que là on arrive vraiment en bout de chaîne. On a fait tout ce travail entre la prise de vue, les tirages argentiques, les scans, la photogravure, la conception du livre. Et là, on peut pas se permettre que ça marche pas. Parce que donc il faut vraiment passer sur toutes les planches du livre, sur tous les cahiers, et de s'assurer que toutes les images correspondent aux échantillons qu'on a fait avec les artisans du regard. Donc on a imprimé toutes les images chez les artisans du regard. Là, c'est du jet d'encre, hein, mais les machines sont calibrées pour se rapprocher le plus des machines des presses. Et donc j'avais toutes les images qui étaient déjà imprimées en taille réelle par rapport à ce qu'on a sur le livre. Et on passe sur toutes les planches et on vérifie que toutes les images sont les plus proches et les plus fidèles aux échantillons qu'on a déjà. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu l'ouvrage en main pour la première fois, quand tu as reçu les premiers exemplaires? Alors, bizarrement, je pense que le moment je pense le plus riche en émotions, c'est plus le moment où on voit les images imprimées sur le vrai papier. Sur le vrai papier, le jour de l'impression, même si c'est des grandes planches où il y a, je sais plus, 8 pages ou 16 pages en tout. C'est là qu'on commence à se rendre compte que ça devient enfin une réalité, qu'on commence à toucher ce papier un peu épais, qui a un peu de texture aussi, et puis qu'on commence à voir qu'au final, les photos, elles sont pas si loin que ça des photos qu'on a déjà vues sur papier photo, et là, ça commence vraiment à devenir, on se dit, ça devient une réalité, quoi. Et puis après, le jour où j'ai reçu le livre, ça a été un peu long parce que le livre a été livré à Paris et moi, je l'ai reçu 2 semaines plus tard. Donc moi, je suis rentré à Paris 2 semaines plus tard pour justement pour voir le livre et puis préparer l'exposition. Et ça a été, ouais, c'était vraiment un moment très, très, très intense. Très, très intense d'enlever le petit blister et puis de commencer à tourner les pages. Ouais, c'était un des plus beaux moments de tout ce projet, quoi.
Bon, et dans les moments qui sont un peu moins sympas, j'imagine, il y a aussi des petites obligations administratives quand on se lance dans l'édition au sens large, auto-édition ou pas d'ailleurs, d'un ouvrage photo. Les bouquins, ils ont ISBN, EAN, il y a un truc avec la Bibliothèque nationale de France. Est-ce que tu peux nous dresser un peu la to-do list à avoir en tête? Il faut d'abord commencer par préparer avant l'impression du livre, parce qu'on a besoin de le mettre de l'imprimer dans le livre, le numéro ISBN. C'est le numéro qui va identifier un éditeur et un ouvrage en particulier. C'est un numéro unique à chaque livre. Donc on va sur le site de la FNIL et puis on fait une déclaration. On dit on va sortir un livre, sa taille, nombre de pages, de quoi parle le livre, et puis une petite description. Et puis on fait une demande. Et au bout de quelques jours, donc on reçoit un code barre et puis un numéro. Une fois que le livre est édité, est sorti, à ce moment-là, on envoie un exemplaire à la Bibliothèque de France, la Bibliothèque nationale, et avec un petit papier qu'on a déjà préparé sur le site. Et puis c'est tout. À partir de ce moment-là, quand on fait une recherche avec le numéro ISBN, le livre sort et puis on le retrouve dans le répertoire de la Bibliothèque nationale. Bon. Alors, bien entendu, impossible de parler d'auto-édition sans parler de modèle économique, de financement et de rentabilité. On l'a déjà un petit peu évoqué. Comme souvent, Gone Too Far a été financé en partie par une campagne de financement participatif réalisée avec succès d'ailleurs sur la plateforme Ulule. La maison d'édition Emeria fonctionne aussi presque systématiquement avec cette technique de financement et on vous propose d'écouter Brigitte Trichet, sa fondatrice, nous en parler. Compte tenu, des atouts du web aujourd'hui, c'est-à-dire, le fait qu'en effet énormément d'éditeurs, avant que nous on crée notre propre plateforme de financement participatif, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui font appel à Ulule, à KissKissBankBank ou aux États-Unis à, Kickstarter. Donc il y avait déjà beaucoup d'initiatives en ce sens pour aller chercher des financements et diminuer le risque financier qui prévaut à se lancer dans des projets éditoriaux de grande envergure. Donc l'idée, ça a été vraiment de créer notre propre plateforme pour lever des fonds en s'appuyant sur le réseau des photographes. On arrive en amont, c'est-à-dire que mes associés, quand nous avons créé Emeria, il s'agissait de proposer une qualité exceptionnelle. Donc nous, on intègre dans notre maison tout ce qui concerne, dans le jargon, on parle de photogravure, mais en fait, c'est pas vraiment chez nous de la photogravure, on injecte des technologies qui sont nos propres normes. On injecte des technologies sur mesure qui nous permettent d'aller chercher une qualité exceptionnelle dès lors que l'image est imprimée sur un support papier. Donc en fait, nous, pour financer des process d'impression et de traitement d'images qui sont plus chers que ceux du marché traditionnel, quand on imprime en faux gras, les photographes qui nous écoutent comprendront. Voilà, il s'agissait donc de pouvoir trouver les moyens de lever des fonds pour financer cette haute qualité, cette qualité exceptionnelle et donc, on a imaginé créer notre propre plateforme de levée de fonds. On a des offres très sur mesure en fonction de ce que cherchent les photographes. Certains ont déjà une maquette faite, d'autres veulent qu'on prenne le projet de bout en bout. Donc, on a une facilité de nous adapter à ce dont ils ont vraiment besoin. Et évidemment, c'est un modèle assez complexe. On croit toujours que c'est très facile de lever des fonds, mais ça ne l'est jamais. Et donc, notre modèle fonctionne très bien pour des photographes déjà bien installés, qui ont déjà un beau réseau de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ils ont aussi parfois des sponsors, des mécènes ou des collectionneurs qui peuvent aussi, se joindre à nos projets pour en faire leur projet. Il s'agit de faire en sorte qu'ils s'approprient le projet pour en faire un outil pour eux aussi de valorisation, de notoriété. Je pense que notre modèle, correspond à un certain type de photographes, mais pas forcément parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ça nous est arrivé de faire des livres avec des gens qui n'avaient pas une communauté sur les réseaux sociaux, mais qui avaient construit à travers leur carrière professionnelle, des partenariats avec des marques, avec, des collectionneurs, des galeries et cetera. Mais,
Je pense pas que ce soit un biais, c'est-à-dire c'est une forme de pragmatisme sur la réalité d'un marché. Donc, je pense que justement on a la chance en France d'avoir un marché hyper dynamique, hyper diversifié et je pense que même des jeunes photographes d'ailleurs, moi je me fais plaisir en allant en librairie ou en allant sur des festivals et je découvre des choses très bien réalisées, qui correspondent en effet à d'autres modèles et qui sont accessibles à des jeunes photographes qui n'auraient pas encore construit ce réseau, que sur lequel nous on s'appuie. Ce n'est de toute façon jamais facile de lever des fonds, donc là c'est vrai qu'on vient d'avoir une très belle campagne avec le photographe Paul Niclaine, mais évidemment c'est Paul Niclaine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait de la photographie depuis très longtemps, qui a une très grosse communauté sur Instagram et malgré, l'espoir qu'on a au départ de chaque campagne, bah, voilà, on peut être déçu. On vient aussi d'en faire une pour un projet que j'adore et qui malheureusement n'a pas rencontré le public. Donc c'est vrai que le financement participatif, ça permet aussi de tester un marché. Si ça marche pas en crowdfunding, c'est à mon avis, c'est parce que le sujet, eh ben, malheureusement, risque de ne pas forcément intéresser un public, suffisamment large. Donc voilà, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc des fois, le crowdfunding, ça peut être 100% du financement. Des fois, c'est 20%, des fois, c'est 50%, puisqu'en effet, il y a tout ce qu'on fait par ailleurs autour du mécénat, des partenaires. C'est vraiment du cas par cas, puisque chaque projet a sa propre histoire et sa propre dynamique. Et parfois, le crowdfunding, on n'en fait pas d'ailleurs. Des fois, on n'a pas besoin de faire de crowdfunding parce que le projet est déjà financé par des partenaires. Alors, Brigitte, elle évoque le succès de la campagne de Paul Niclaine. Accrochez-vous, ils ont levé près de 712 000 euros avec environ 5 800 contributeurs. Ouais, mais Attention, hein, c'est Paul C'est Niclaine. Paul Niclaine, hein. Il a 5 millions de C'est followers ça, sur c'est Instagram, je ça. pense. Ouais. Oui, figure historique du National Geographic, c'est Ouais. juste un des plus grands photographes actuels. Donc bon, c'est un peu normal aussi. En ce qui te concerne, Atef, c'est une autre échelle, bien entendu, mais tu as tout de même levé plus de 6 000 euros auprès de 52 contributeurs. C'est incontournable, selon toi, aujourd'hui, une campagne de financement participatif pour accompagner un projet comme ça, la production d'un livre en auto-édition? Pour un livre en auto-édition, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, les campagnes, moi, je les appelle plus des campagnes de prévente que des campagnes de financement participatif, parce que ça participe aussi grandement à la communication autour du livre. Ça nous oblige à commencer justement à faire de la communication en amont. Euh, Même si je pense que avoir une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux est devenu incontournable, mais ça ne veut, c'est pas forcément une communauté qui se transmet on va dire, d'Instagram vers un site de crowdfunding. Je discutais justement avec une conseillère de chez Ulule qui m'a dit qu'en général, il faut compter entre 1 et 10% de la communauté, d'une communauté sur un réseau social qui va être transférée vers un site de crowdfunding. Donc non, je pense que pour un livre auto-édité, c'est vraiment essentiel, d'un point de vue purement financier d'abord, et puis après, parce que ça nous permet aussi de commencer à faire du bruit autour du livre et à commencer à le présenter avant même sa sortie. Et non, c'est essentiel. Et toi, tu as demandé un budget de 6 000 euros sur les environ 15 000 que ça t'a coûté. Est-ce que tu avais sous-estimé de base ou est-ce que tu t'es dit c'est peut-être plus atteignable que si je demande plus? En fait, le problème de ces campagnes-là, c'est il faut vraiment viser juste, parce que si on n'atteint pas l'objectif, l'argent est remboursé à tous les contributeurs. Donc, c'est-à-dire que si on se met une barre Ouais. assez haute, si on se dit, OK, on veut récolter la totalité du budget, on va se mettre à 15 000, et qu'au final, on n'atteint pas ces 15 000, en fait, on n'a rien du tout à la fin. Donc, je pense que c'est très important de viser juste et de bien choisir son palier. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a atteint l'objectif, ce qui vient au-dessus est que du bénéfice. Donc, en fait, le 100%, c'est un minimum. C'est pas une finalité. Alors, tu dis que si on n'atteint pas l'objectif, tout le monde est remboursé. Si tu n'avais pas atteint les 6 000 euros que tu t'étais donné
comme objectif? Est-ce que, en quelque sorte, tu aurais abondé toi-même pour aller au bout de cette campagne? Après, pour être honnête, moi j'avais déjà avancé quasiment tous les frais. Euh, mais il fallait essayer de les rembourser au maximum. Mais sur les 6 000, j'étais assez confiant. J'étais assez confiant euh, par rapport à toutes les personnes autour de moi, les personnes que je connais qui s'intéressaient déjà au projet. Je- J'estimais ces 6 000 € assez facilement atteignables, on va dire. Donc on les a dépassés un tout petit peu, mais c'était atteignable. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme type de contenu quand on se lance sur une campagne comme ça? Des visuels, des vidéos peut-être, et puis les fameuses contreparties, puisqu'on parle de contrepartie. Oui, ce qu'il faut prévoir, c'est surtout un bon contenu. Essayer de bien décrire son projet pour inciter les gens à vouloir en faire partie, parce que en décidant de précommander un livre et de préfinancer quelque chose qu'on ne va pas recevoir tout de suite, il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils aiment le projet. Donc, et pour les inciter justement à faire partie de ce projet-là, on va en parler au maximum, on va le détailler, on va dire combien ça coûte, hein, parce que malheureusement parfois on a un peu de mal à parler d'argent, mais c'est important, hein. Moi, sur ma campagne par exemple, je détaille tout. Je détaille tous les coûts, pourquoi j'aimerais bien avoir levé 6 000 € lors de cette campagne. Donc je détaille tout ça, je décris le projet, je mets des visuels, des mock-ups du livre qui n'est pas encore sorti. Et puis, je pense que la vidéo est très importante. Moi, ce que j'ai fait une vidéo avec ma voix en voice-over. Je l'ai faite en anglais finalement parce que j'ai beaucoup d'amis anglophones ou qui ne parlent pas français. Donc, j'ai préféré le faire en anglais avec des sous-titres. Donc, j'ai fait une petite vidéo d'1 minute 30 à peu près qui était une introduction au projet. Et puis, pourquoi le livre? Pourquoi je voulais en faire le livre? Et c'est à quoi va ressembler le livre et, euh, et puis voilà, quelle est sa date de sortie, tout ça. Mais le plus important, je pense que c'est d'inciter les gens à. Faut qu'il y ait ce sentiment ouais, d'appartenance quelque part, ou de vouloir faire partie d'un beau projet, quoi. Toi, à partir de combien d'exemplaires tu estimes que le projet va être amorti parmi les 500 qui ont été euh, Je diffusés, pense édités? qu'en tout, en comptant l'édition limitée du livre, je pense qu'il faudrait que j'en vende plus de 200 exemplaires en tout, pour que Mhm. le projet soit amorti. Après, je compte pas dans ces frais-là tous les frais de tirage argentique, parce que c'est des frais qui sont partagés, parce que c'est quelque chose que c'est des frais qui sont partagés sur des projets d'exposition, sur des projets de com et tout. Donc ça, je les compte pas, mais à partir de 200 exemplaires, le projet commence à devenir rentable. Même si, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, sur les 500 exemplaires du livre, enfin, il y a une bonne partie qui sera pas forcément vendue, qui sera envoyée à des critiques d'art, à des maisons d'édition, à des éditeurs, pardon, à des magazines. Donc je pense que c'est important de prendre ça en compte dans le calcul, en tout cas. Et alors, du coup, comment tu vas faire pour les vendre, ces 200 ouvrages? Alors, il y a eu Ah, les ventes de la campagne de financement. Et maintenant, comment tu fais? Parce qu'en auto-édition, bah, t'es lâché dans la nature là-dessus. T'as pas de diffusion. Comment tu fais pour aller en librairie? Est-ce qu'il faut aller en librairie? Comment tu fais? alors donc là, c'est une nouvelle phase du projet qui commence et qui est très très importante, parce que on a tendance à penser à la campagne de prévente, à la sortie du livre, et puis on oublie que le livre, après, il faut qu'il vive, et que le projet va continuer à vivre aussi. Et, euh, et pour qu'il puisse vivre, et puis qu'il puisse être visible et puisse être vendu, là, il faut le mettre en librairie, forcément. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui permettent en tout cas celles que je connais, hein, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais pour moi, les différents canaux, c'est d'abord la librairie, parce que les gens achètent des livres en librairie.
On peut présenter un livre à des événements ou à des expositions, mais l'endroit où les gens achètent des livres, c'est les librairies, que ce soit physique ou en ligne. Y Euh, compris des grandes enseignes comme la Fnac, ou tu parles de librairies indépendantes? non, je parle plutôt de librairies indépendantes. Non, 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 je pense pas que mon livre sera sur des plateformes comme la Fnac ou autres, hein, mais moi, j'adore les petites librairies, les librairies indépendantes, les librairies spécialisées, parce qu'il y en a. On a des librairies de livres photos, de livres d'art. Je pense qu'il faut privilégier cela, celle-là. Et puis, euh, donc là, donc il y a des librairies physiques, il y a des librairies en ligne. Notamment, il y a un site là, moi j'en ai contacté plusieurs, mais c'est difficile aussi de les contacter avant la sortie du livre. Parce que la grande majorité des librairies vont demander au moins une vidéo où on tourne les pages du livre pour qu'ils puissent voir un peu le séquencement, à quoi ça ressemble. C'est très rare qu'ils demandent un PDF, par exemple. Euh, mais pour en arriver là, il faut continuer à faire de la communication aussi avant d'arriver en librairie. Contacter des personnes qui font des podcasts, par exemple, comme celui-ci, des blogs, des critiques d'art, des journalistes, pour qu'ils puissent parler du livre, pour qu'il soit attractif pour les librairies aussi. Oui, puis tu sais qu'il y a un prix du livre photo au Salon de la Photo, par exemple, en fin d'année. Ah, je savais pas qu'il y en avait un au Salon de la Photo. Ah bah, tu peux te pencher sur la question. Je découvre. Je sais qu'il y en a un à la Fondation Cartier-Bresson pour le livre Mhm. auto-édité, justement, auquel j'ai participé. Mais non, je ne savais pas qu'il y en avait un au Salon de la Photo. Et donc, pour revenir aux librairies, il y a des librairies en ligne, par exemple. Il y en a une aux États-Unis qui s'appelle The Charcoal Club, c'est un club avec un abonnement où les gens s'abonnent et ils reçoivent tous les mois un livre photo. Euh, donc, ils ont une sélection euh, assez spécifique parce que voilà, ils ont une sensibilité pour certains types de livres. Donc il y a ça, il y a aussi des librairies en ligne, donc des librairies qui vendent que des livres photos ou des livres d'art en ligne, des librairies spécialisées, physiques, ou des librairies un peu plus généralistes, mais qui vont avoir un côté dans la librairie où il y a des beaux livres, quoi. Bon, bah, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Atef, d'avoir partagé toute ton expérience, toute ton aventure dans la conception, la réalisation et la production de ce premier beau livre, Gone Too Far. Et merci pour ta transparence. Merci à vous, hein, merci de m'accueillir. Et j'espère que ça servira, parce que comme je le disais au début, je pense que le plus dur quand on fait un premier livre, et j'insiste là-dessus, c'est que on se rend pas compte quand on est photographe à quel point c'est un autre métier, vraiment. Et que c'est un peu difficile d'avoir justement les infos, à moins de connaître quelqu'un qui a déjà fait un livre ou de connaître quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition. Euh, c'est un peu difficile. En tout cas, dans mon cas, ça a été difficile d'avoir ces informations-là et ça a été un long chemin. J'espère que le second livre je pense qu'il sera forcément plus facile, mais j'espère surtout que ça servira, que ce témoignage servira à d'autres gens.